Voilà, donc maintenant on arrive au niveau des années 80, qui marque pour moi un développement de nombreuses publications au niveau international, où je ne publie plus en France, mais je publie en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Donc voilà, donc j'enclenche tout de suite en 81 un papier dans le British Journal of Dermatology, donc nicotine Rapten, qui a été accepté et publié, résumant mon allergie à la nicotine et donc cette dermite séborréique. Ensuite, j'ai publié dans Food and Chemical Toxicology. Alors là, reliant la fumée de tabac passive à la présence de nicotine dans cette fumée de tabac. Donc le titre c'était Passive Smoking Nicotine Apten. Et donc au fur et à mesure, je publiais. Et au niveau des sensibilisations spécifiques, ce que je voulais une détermination de la nicotine dans ces extraits allergéniques de tabac, de feuilles de tabac, parce qu'il fallait vraiment aller sur un terrain scientifique et avoir un bon dosage. Et donc j'ai contacté à ce moment-là l'École nationale supérieure de chimie de Mulhouse, que je remercie parce qu'ils ils m'ont beaucoup aidé. Et c'était l'équipe de Daniel Lugno, il y avait Henri Straub et Christian Streller. Et donc ils m'ont déterminé cette nicotine dans les extraits allergéniques de tabac pour avoir une standardisation des extraits. Et on l'a publié dans Journal of Chromatography, une grande revue de chromatographie. Donc c'était un pas de plus dans une direction scientifique, parce qu'il faut vraiment démontrer pour avancer. Donc, voilà, donc pour l'instant j'étais encore chromoglycate de sodium en crème pour prendre la relève des corticoïdes, des sensibilisations spécifiques, donc qui a amené de très bons résultats. Par contre, en cas de surdosage, en désensibilisation spécifique, j'avais donc une réaction du visage, mais en plus au niveau des paumes des mains, symétrique, et au niveau des creux des bras, et donc symétriquement aussi. Donc on voyait très bien qu'en surdosant avec de la nicotine, on arrivait à avoir une telle réaction, et que la séborrhée, en fin de compte, n'avait aucun rôle là-dedans. Alors ce qui s'est passé également, c'est qu'en 82-83, surprise, des chercheurs anglais, c'est Burton et Pye, publient dans le British Medical Journal une étude où enfin, des chercheurs ont mesuré le taux de séborrhée de personnes atteintes de dermite séborrhéique et de patients sans dermite séborrhéique. Le résultat est le même. Donc ils en concluent que la séborrhée n'a aucune influence dans cette maladie de la peau, qui a été décrite depuis la première fois en 1887, donc pratiquement un siècle, par Unna, un dermatologue de Hambourg, parce qu'en histologie, eh bien, quand on regarde la peau du visage, eh bien, il y a beaucoup de glandes sébacées, mais il a oublié une chose, ce brave dermatologue, c'est qu'à la base des glandes sébacées, il y a des cellules de l'allergie qu'on appelle les mastocytes tissulaires, ce qui explique donc ma réaction à la nicotine du tabac et la réaction bien précise au visage. Alors on peut aussi préciser qu'en 1887, la fumée de tabac a commencé par envahir les lieux publics. Voilà. Donc on se rappelle, en 1860, George Sand qui voulait faire mieux que les hommes en fumant des cigarillos. Voilà. Et donc on a eu l'évolution. Alors dans mon bouquin Vers une solution de la dermite séborrhéique, que j'ai publié en janvier 2017, j'ai placé 2 photos de cadres et de peintures donc, de Vincent van Gogh, qui était à Saint-Rémy-de-Provence à l'époque, et dont l'une est un squelette avec une cigarette, voilà, et lui fumant la pipe. Voilà. Donc on voit qu'à ce moment-là, il avait conscience que pour peindre un squelette avec une cigarette, c'est qu'il avait déjà une conscience pour voir que le tabac pourrait avoir des effets extrêmement néfastes. Et on verra que tout le XXe siècle, en fin de compte, a été entièrement pollué par cette fumée de tabac, et notamment après les 2 guerres mondiales, 14-18 et 39-45, avec les Américains qui ont envahi tout le monde avec la vente de tabac, et donc représentant un lobby très particulier, le lobby du tabac. Voilà.